évidemment, il y aura les réseaux sociaux, évidemment, il y aura la communication, mais en fait, ce qui va faire que les gens vont t'appeler, c'est quand tu as des résultats. On nous forme beaucoup en théorie, c'est très bien, parce qu'évidemment, il faut quand même un socle de connaissances, bien sûr. Mais où est la pratique ? Une première plaidoirie, c'était de demander la sortie de prison d'un mec qui avait été condamné pour des actes sexuels sur un mineur. Quand tu es au pénal, tu choisis un peu, c'est presque comme si tu choisissais à la carte comme au resto. Alors voilà, les viols, je fais pas, les meurtres peut-être. À Bobigny, Oui. un fonctionnaire de police ne sera pas jugé de la même manière qu'à Paris ou dans d'autres juridictions de France. Et j'ai eu la chance d'être dans l'ancien cabinet du Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Inès Davot, qui est une consoeur pénaliste au barreau de Paris, qui s'illustre auprès des cours d'assises de Bobigny et de Paris notamment. On reviendra sur son parcours en qualité d'avocate, comment elle a fait pour tomber dans ce métier fou d'avocat. Et puis on reviendra aussi sur son parcours aussi universitaire, auprès de quel cabinet finalement elle a pris goût à cette discipline qui est le droit pénal, qu'elle fait quasiment quotidiennement aujourd'hui. Et on reviendra sur les parties qu'elle représente, les parties civiles, les associations qu'elle représente tout au long de ses journées à la cour d'assises notamment. Donc Inès, bonjour à toi, bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir, je suis très contente d'être là. Merci à toi. Donc je le disais, on va revenir sur ton parcours. Oui. Comment est-ce que tu es tombée dans la marmite du monde des avocats ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été évident pour toi dès le début ? Ou finalement, est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à découvrir et puis ça s'est révélé ? Alors, avant d'être avocate, j'ai voulu tout faire. D'accord. C'est-à-dire j'ai voulu être artiste. Enfin, je me suis vraiment cherchée pendant des années. J'ai vraiment, cherché ce que je voulais faire. Un peu, je cherchais ma place, je pense, dans le monde professionnel. Après, c'est vrai que j'avais un intérêt quand même, je pense, assez naturel sur certains enjeux. Je pense que ce qui me plaît dans le métier d'avocat, c'est qu'il y a énormément d'enjeux humains, d'enjeux importants pour des personnes. Et le fait, évidemment, d'aider les personnes qui sont dans le besoin, ça, c'est quelque chose qui me portait, je pense, depuis le début. J'ai commencé à m'orienter vers le droit à partir de la terminale. Parce qu'à la terminale, du coup, il y avait une option qui s'appelait droit et grands enjeux du monde contemporain, que j'avais prise. Et dans ce cadre-là, j'avais fait une sorte de petit mémoire sur l'esclavage moderne. Donc, j'étais vraiment déjà intéressée par toutes les questions de droits humains et droits de l'homme. J'ai commencé la fac de droit en sachant que je voulais faire du droit pénal. D'accord. Pourquoi ? Donc ça, pour moi, c'était une évidence. Pourquoi le droit pénal ? Pourquoi pas autre chose ? Qu'est-ce qui t'a attiré ? Encore une fois, je pense que c'est les enjeux. D'accord. Je pense que c'est les enjeux humains. J'avais pas forcément quelque chose en tête derrière, mais je sentais que c'était vers là où je voulais aller. Après, j'ai un grand-père qui est un ancien gendarme. Donc, je pense que déjà, j'avais aussi peut-être les histoires qu'il me racontait, ses expériences en tant que gendarme, peut-être que j'avais en tête. Et j'étais très attirée donc, par le milieu judiciaire. Mais c'est vrai que je savais pas exactement dans quel professionnel du droit tu allais devenir. Exactement. D'accord. Et donc, j'ai commencé la fac en sachant que je voulais faire du droit pénal. Mais pendant longtemps, en fait, j'ai voulu être gardien de la paix ou officier de police. Ouais. Donc, gendarme. Je voulais plutôt police. Parce que, pour moi, la grande différence entre gendarmerie et police, quand on exerce ce métier, c'est la zone géographique. Et je savais que moi, en fait, je voulais être dans une grande ville. Donc, ça collait plutôt aux circonscriptions police. D'accord. Mais moi, ce qui m'intéressait dans cette profession, c'était d'être directement auprès des victimes et finalement de faire des enquêtes. Donc, j'avais un peu ça en tête. Au fur et à mesure de mes années en droit, j'ai fait des stages en commissariat. D'accord. J'ai fait des stages en police judiciaire. J'ai fait des stages dans d'autres services spécialisés. Et pourquoi bifurquer finalement et se dire, alors, la police c'est bien, mais avocate c'est mieux. À quel moment tu as eu ce déclic finalement ? Franchement, assez vite quand même, quand j'ai vu les conditions dans lesquelles ils exercent toujours leur métier. Je me suis rendu compte que c'était quand même très compliqué d'être... après, il y a des personnes qui adorent leur métier, qui sont épanouies dedans. Mais moi, j'ai eu l'impression que ça allait être compliqué pour moi d'être épanouie au sein d'un commissariat de police, parce qu'au vu des moyens qu'ils ont, qui sont vraiment extrêmement limités pour mener leurs enquêtes, l'ambiance générale d'un commissariat, le fait que ce soit très hostile quand même à l'extérieur pour des fonctionnaires de police, ça a commencé à me questionner. D'accord. Mais j'étais toujours vraiment passionnée par ce milieu-là. Mais je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Vraiment, je pense en Master 1, Master 2. En fait, j'avais surtout envie d'indépendance. D'accord. Ce que le métier d'avocat offre, finalement. Oui.
En fait, ce qui m'a vraiment guidée dans mon choix de métier, ça a été ça. Donc, j'ai fait la fac, j'ai fait des stages en police, mais en fait, pendant ce temps-là aussi, je travaillais déjà aussi dans des emplois étudiants. D'accord. Donc, Qu'est-ce que tu as fait comme emploi étudiant? J'en ai fait beaucoup. D'accord, ok, d'accord. Mon tout premier, c'était à 16 ans. En fait, dès 16 ans, je voulais travailler et je voulais gagner de l'argent. Donc, dès 16 ans, on pouvait travailler, même si c'est, en gros, tu as un salaire un peu plus bas. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Parce que tu as aussi la nécessité d'aller en école, d'étudier, etc. Bien sûr, forcément. Et du coup, mon premier travail, c'était à 16 ans et c'était dans une concession automobile Peugeot. Ok. Et j'étais. On va citer d'autres marques, donc Renault, BMW, Lamborghini, Porsche. Oui, on y va. Oui, pardon. Oui. Tout à fait. Et j'ai commencé donc en tant que secrétaire. En fait. D'accord. Je prenais les coups de fil donc, le contact humain. Et donc j'ai commencé comme ça. Et ensuite après j'ai fait du babysitting. J'ai été hôtesse d'accueil. Donc ça ne t'a pas empêché de réussir tes études brillamment parce que souvent les étudiants par nécessité économique font j'en ai moi aussi fait, donc des emplois étudiants qui n'ont absolument aucun rapport avec finalement ce qu'ils vont faire plus tard, parce qu'il faut aussi payer nos études qui sont chères et qui sont longues en plus, donc elles sont chères et en plus elles sont longues, donc c'est un certain nombre de temps dans notre vie où on fait des choses qui sont à côté de ce qu'on est censé faire, mais qui sont, je vois de plus en plus en tout cas de consoeurs et confrères qui me disent qu'ils ont eu la nécessité, ils n'avaient pas le choix et ils l'ont fait et c'est admirable. Oui, donc, non, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut dire, c'est que c'est possible. Enfin, on peut tout à fait réussir des études de droit tout en faisant des études, un job étudiant à côté. Bon, alors évidemment, c'est pas tous les jours facile. Et je me souviens du coup d'un de mes emplois qui a duré assez longtemps. C'était dans une boutique de chaussures. Donc, je vendais des chaussures le week-end. Et je me souviens qu'on avait les galops d'essai, si tu veux, le lundi, le mardi. Et quand le dimanche, j'étais là en train de réfléchir si Martine voulait une taille 37 ou du 37,5 et que moi, je pensais à mon droit civil et à ce qui allait arriver lundi. Parfois, j'étais un peu frustrée parce que je me disais, mais je pourrais être en train de réviser. Mais non, en fait, là, je suis obligée de faire quelque chose qui n'a rien à voir. Mais finalement, avec le recul, je me dis, mais ça a été tellement formateur. Et en fait, je me sers de ce que j'ai appris dans ces jobs étudiants tous les jours. Parce que ce qu'on apprend, c'est... il y a une sorte de discipline aussi. Il y a aussi le respect de l'autorité, de la hiérarchie. Bien sûr, le monde du travail. Le monde du travail, en fait. Que l'on connaît assez tôt. Et il y a surtout, enfin, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est le contact humain. Donc, j'ai fait pas mal de métiers en vente, en commerce. J'ai travaillé aussi en restauration. Et ça, c'est des métiers, en fait, où on est tout le temps en contact avec d'autres personnes qui ne nous ressemblent pas du tout, qui ont des âges et des vies complètement différentes. Et en fait, on doit établir une relation avec eux, s'adapter et avoir une relation, que ce soit commercial, mais c'est toujours des moments de vie en fait pour les gens, acheter des chaussures ou aller au restaurant et réussir à créer des contacts comme ça en fait. C'est quelque chose que j'ai adoré et que j'essaye de garder aussi aujourd'hui avec mes clients. Bon, c'est des relations particulières, mais le contact humain, c'est quelque chose que j'essaye toujours de garder et de mettre toujours dans ma pratique et avec les clients que j'ai. D'accord. Et tu étais exposée très tôt à la cour d'assises ou c'est un choix finalement, ou c'est devenu une évidence au gré des opportunités que tu avais? Comment ça s'est consacré finalement? Parce que j'ai l'impression que tu es surtout auprès de cette juridiction-là. Donc déjà, comment ça se passe? Parce qu'on sait que ça doit être quand même assez stressant, je suppose, parce que c'est une juridiction avec des enjeux qui sont plus importants que les autres juridictions pénales. Mais véritablement, comment c'est venu à toi, d'une certaine façon? C'est venu à moi parce que déjà, je le voulais vraiment. C'est-à-dire que c'était vraiment dans mes objectifs. Vu que j'étais passionnée par le judiciaire, j'étais passionnée par les enquêtes de police, donc j'étais passionnée par les enquêtes criminelles les plus importantes. En fait, j'ai été amenée à postuler dans des cabinets qui font de la défense pénale vraiment pure et dure, on va dire. Et donc, au sein de ces cabinets, très tôt, enfin déjà important, pour arriver à rentrer dans ces cabinets, en fait, je passais énormément de temps à regarder des audiences. D'accord. Donc, des personnes concernées, des avocats qui sont eux-mêmes fondateurs certainement de ces cabinets, ou pas forcément Pas forcément. En fait, j'avais un de mes premiers stages, c'est une fois que j'étais à l'EFB, à l'école d'avocat, c'était à la Cour d'appel de Paris. D'accord. Et en fait, j'étais sur un poste un peu particulier qui organisait le grand procès V13, c'est le grand procès des attentats de 2015. Et du coup, on avait parfois beaucoup de réunions et parfois rien du tout.
D'accord, ok, d'accord. Donc, Et en fait, mes maîtres de stage, j'ai eu la chance de les avoir, me disaient, mais va en audience. Et ils me donnaient le programme des audiences. Ils me disaient, il faut que tu ailles voir cette audience, cette audience. Oui, pour voir le côté pratique finalement. Et en fait, je pouvais passer des journées à me balader dans la cour d'appel et à aller voir toutes les salles d'audience. Et je passais par la chambre de l'instruction, les tribunaux correctionnels classiques, les cours criminels, les cours d'assises. Et en fait, j'ai commencé comme ça à aller voir des audiences, observer les avocats. Donc moi, j'étais élève avocate à ce moment-là et juste commencer à observer et à commencer à aller discuter aussi directement avec eux en leur disant que j'étais élève avocate, que je voulais faire justement du droit pénal et plutôt des audiences criminelles. Et c'est comme ça que j'ai rencontré en fait pas mal de personnes avec qui j'ai travaillé par la suite. C'est-à-dire je suis allée voir un procès, c'était le procès de Georges Letron. D'accord. Et c'était le cabinet d'Antoine V qui représentait Georges Letron. Et j'étais directement allée voir Antoine V pour discuter avec lui. J'étais à la recherche d'un stage. Il m'avait dit, écoute, écris-moi et on essaye de voir si on a de la place pour avoir un entretien. J'ai rencontré aussi, pareil, pendant ce même stage, Archibald Céléron, qui était aussi à l'époque associé de ce cabinet. J'ai rencontré Thomas Klotz, avec qui j'ai été en collaboration. Donc en fait, finalement, c'est comme ça que j'ai... Oui, c'est un peu au culot finalement. Oui, c'est un peu au culot, complètement. Et ça fonctionne, et c'est bien, donc c'est bien, parce qu'il faut avoir un peu de culot pour faire ce métier. Donc, Et du coup, en fait, au fur et à mesure, j'ai fait des rencontres et en fait, ça m'a servi par la suite. Pas forcément sur le moment même, je veux dire, mais en fait, des années après, je me suis rendu compte que toutes ces rencontres-là avaient été utiles dans mon parcours professionnel. D'accord. Donc, ça a commencé comme ça. Et après, dans les cabinets dans lesquels j'étais, c'était des avocats qui géraient des dossiers d'assises. Clairement, en défense. En défense. En défense, oui. D'accord, donc en défense, alors, comment articuler la question que je vais te poser ? Je ne vais pas te demander quel type de client tu as, mais est-ce que... Alors, deux questions en l'une. Déjà, est-ce que tu choisis véritablement tes clients ? Est-ce que tu dis non ? Est-ce que tu sais dire non ? Est-ce que tu peux dire non ? Parce que des fois, on est dans des configurations de travail, des collaborations, etc., dans lesquelles on ne peut pas vraiment avoir la liberté qu'on voudrait. Et puis, une autre question, quel type de client ? Est-ce que le type de client que tu as, parce qu'ils sont aussi adaptés à la cour d'assises, on le disait, donc qui ont quand même commis alors, il y a la présomption d'innocence, mais qui sont prévenus et qui ont quand même des faits qui sont très graves qui leur sont reprochés. Comment est-ce que tu arrives à avoir ce recul, tu vois, quand tu reçois ce client ? Et puis, comme tu disais, la pratique que tu as aujourd'hui, elle est venue de toute l'expérience que tu as apprise de toute ta vie et de toutes tes expériences de vie. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu articules ça de façon concrète dans le métier que tu fais ? Je pense déjà, la formation que j'ai eue, elle a été, encore une fois, essentielle, vraiment. Puis il y a vraiment deux phases. Il y a la phase où j'étais élève avocate et jeune collaboratrice. D'accord. Où en fait, on choisit pas. C'est pas nos clients en fait à ce moment-là. Donc en fait, on gère les dossiers du cabinet. Et j'ai eu la chance d'être dans l'ancien cabinet de Dupond-Moretti, du coup, à un moment où il avait déjà quitté le cabinet, mais que depuis quelques mois ou années, je crois que ça faisait un ancien ministre de la Justice, Dupond-Moretti. Et en fait, il restait des dossiers d'assises et de cours criminels, mais il y en avait, je pense, comme dans aucun autre cabinet en fait en France. C'était vraiment très impressionnant. Donc, évidemment, quand on est élève avocat et qu'on veut faire du pénal, c'est un rêve. Oui, voilà, c'est vraiment un rêve d'approcher ces dossiers. Donc oui, c'est des dossiers et ce cabinet-là faisait surtout de la défense pénale. Donc ça veut dire qu'il était du côté des accusés principalement, mais pas que, mais principalement, on faisait vraiment de la défense pénale dans ce cabinet. Et donc, ça a fait que j'étais mis en relation parfois avec des clients du cabinet dans le cadre de ma collaboration que j'ai fait chez eux aussi à un moment donné. Des personnes qui sont accusées des crimes les plus graves. Donc, des crimes de viol, de meurtre, de complicité de meurtre, mais oui, beaucoup de crimes liés à des affaires de mœurs. Donc, il y a plein de questions qui se posent à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une façon d'approcher, une façon particulière d'approcher ce type de client ? Parce que, évidemment, on est formé au niveau théorique, au niveau pratique, à la relation avec les clients, mais est-ce qu'il y a encore une formation, j'ai envie de dire, sous-jacente, quand on a ce type de prévenus, finalement, qui sont particuliers, parce que les affaires sont elles-mêmes particulières ?
C'est vrai que en fait, on nous l'apprend pas à l'école. D'accord. Bonne nouvelle. C'est pas l'EFB qu'on va vraiment nous apprendre à comment se comporter avec ce genre de clients. Je pense encore une fois que finalement, c'est quelque chose qui vient assez naturellement et aussi après en fonction des avocats qu'on a autour de nous, justement aussi pour nous aider à appréhender les choses. Mais finalement, je trouve que les choses, elles se font assez naturellement quand on sait pourquoi on est là et quand on comprend qu'on est légitime à être là. D'accord. Aussi, je pense que c'est une question quand on est et on trouve avocat. Où cette légitimité? Quand on est jeune avocat, j'entends. Alors évidemment, quand on est Dupond-Moretti, la légitimité n'est plus à prouver, mais ou à chercher même. Mais quand on est jeune avocat, ou à quel moment on se dit, en fait, je suis au bon endroit, à la bonne place et je mérite d'être là. À quel moment on se dit ça? À quel moment on a ce déclic? Est-ce que ça vient naturellement? Est-ce que c'est un travail de tout instant? Est-ce qu'on doute à tout instant? Même quand on est là sur les bancs de la cour d'assises à 2 minutes de plaider, est-ce qu'on se dit, en fait, finalement, peut-être que je ne suis pas à la bonne place? À quel moment on se dit, je suis au bon endroit? Je pense que le doute, il peut être positif et que c'est important de peut-être parfois, souvent se re-questionner sur pourquoi on fait ce métier, pourquoi on est là et pourquoi on veut continuer d'être là. Oui. Mais je pense que la légitimité, en fait, il faut aller la chercher un peu dans nos tripes, quoi. Oui. Il faut se dire que souvent, si on est là, c'est que on a fait en sorte de... Et c'est souvent un peu le parcours du combattant, on va pas se mentir, les études de droit, les études... Et encore, je pense que nous, notre génération, on avait peut-être encore un peu plus de chance sur les entrées à la fac que les étudiants maintenant. C'est vrai. Donc, mais voilà, c'est des choses qu'on est allé chercher et c'est pas pour rien. Et en fait, la remise en question, elle est importante et elle est même essentielle, je pense. Mais par contre, la légitimité, en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut même... arrêter de trop se poser la question et y croire. Et je pense que c'est quelque chose d'assez instinctif qu'il faut travailler, mais qu'il faut nourrir, mais il faut prendre conscience quand même que voilà, on est là, on a fait ce qu'il fallait pour être là et il faut exercer nos métiers parce que si on nous a donné l'opportunité d'être là, c'est qu'on a le mérite d'y être. C'est ça. Donc on est allé chercher cette place. En fait, après, il faut la prendre et y aller à fond, en fait. D'accord. Et dans les clients que tu as, alors tu as les parties civiles certainement. Encore une fois, on a l'impression que les parties civiles, elles sont là. Elles ont le mérite d'exister, mais on ne comprend pas tout le temps le rôle qu'elles ont. Pour les personnes qui ne font pas de droit, elles se disent, s'il m'est arrivé quelque chose ou si j'ai subi quelque chose, un préjudice quelconque, sans même forcément mettre de nom sur le chef de préjudice qu'elles auraient subi, je suis partie civile et puis je vais aller au procès. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la dynamique véritable, en fait, pour déjà se constituer partie civile, et puis quel rôle, quelle place elles ont dans un véritable procès, finalement? Alors, peut-être c'est vrai, je vais juste, avant de répondre à ta question, distinguer le fait que, effectivement, quand j'étais en formation et jeune collaboratrice, j'étais plutôt dans des cabinets en défense pénale. D'accord. Mais j'ai aussi vu des parties civiles. Donc, en fait, des parties civiles, c'est des plaignants ou des victimes. Mais depuis que je suis à mon compte, donc depuis septembre, là, effectivement, la majorité des personnes que je représente sont ce qu'on appelle donc des parties civiles. Donc, ça veut dire des victimes, en fait, dans une procédure criminelle. Okay. Mais c'est vrai que pour avoir ce statut de victime, c'est tout un parcours judiciaire. Tout à fait. Et puisque la personne qui est accusée est présumée innocente, oui. Et en fait, le statut de victime arrive une fois que la condamnation est totalement actée, en fait. D'accord. Mais entre-temps, on parle effectivement de partie civile. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une grosse distinction entre ce que les personnes imaginent de la victime, de la place de la victime dans un procès pénal, comme on peut s'imaginer, et ce que c'est réellement. C'est-à-dire que nous, on répète assez régulièrement à nos clients que, en fait, un procès, c'est le procès de la personne qui est accusée. D'accord. Ou prévenu, mais là je parle en criminel, donc vraiment accusé. C'est son procès, c'est cette personne-là, on va étudier sa personnalité, son parcours de vie, on va s'arrêter sur les faits de l'accusé en question. Et que le rôle de la partie civile, il est existant, il existe bien sûr, mais c'est quelque chose d'un peu annexe. En fait, c'est comme ça que c'est organisé en procédure. Mais il est important, mais d'une autre manière. Mais c'est vrai que c'est une voie qu'il faut porter, mais il faut toujours garder en tête que c'est vrai qu'un procès, c'est le procès de la personne qui est accusée. D'accord. Et quelle place finalement? Parce que quand tu nous dis que c'est le procès de la personne qui est accusée, mais à quel moment la victime, partie civile qui deviendra victime une fois la condamnation
à quel moment elle peut véritablement parler de ce qu'elle a vécu, être certainement indemnisée ou demander une indemnisation. À quel moment ça arrive finalement dans le procès? Est-ce que il y a le procès de la personne, je répète ce que tu dis, donc il y a la personne de l'accusé, finalement, le procès de l'accusé, pardon. Ensuite, on a cette condamnation ou non. Et après, on a quoi? Qu'est-ce qui se passe après pour que il y ait indemnisation, il n'y ait pas indemnisation, il y ait consacration en qualité de victime ou pas? À quel moment on a cette échéance? Concrètement, ça arrive à quand? Alors, c'est vrai que même si la victime, on va dire, elle n'est pas le centre voilà, de l'audience, je veux dire dans le sens où elle est moins au centre que le prévenu quand on est devant un tribunal correctionnel ou l'accusé quand on est une cour d'assises, elle a quand même, enfin en tout cas l'avocat de la victime a une place tout au long du procès. D'accord. Donc il y a vraiment en fait cet ordre qui existe toujours dans les procès ou de la parole, où il y a d'abord le président qui va poser une question. D'accord. Ensuite, la partie civile, donc c'est-à-dire l'avocat de la partie civile peut poser une question. Ensuite, l'avocat général ou le procureur en fonction voilà, de l'instance devant laquelle on est. Donc, en fait, la partie civile, elle participe, enfin, l'avocat de la partie civile participe pleinement à l'audience, constamment. Et en fait, ce qui fait qu'on peut vraiment, en tant qu'avocat de partie civile, avoir une influence sur l'audience, la teinter, et toujours mettre en avant ce qui est important pour la victime et la personne qu'on représente. S'il y a un aspect du dossier en particulier, s'il y a vraiment justement des choses qui ont été vécues, en fait, tout au long de l'audience, on va pouvoir amener ces éléments-là au fur et à mesure. D'accord. Ensuite, devant une cour d'assises, on plaide en tant que représentant de victime, on plaide 2 fois. D'accord. En fait, on a la plaidoirie au moment des plaidoiries, lorsque les débats sont toujours ouverts. On va plaider en fait avant les avocats en défense. D'accord. Puisque la défense a toujours la parole en dernier. Et ensuite, une fois qu'il y aura eu le délibéré, on va plaider à nouveau, mais sur les intérêts civils, donc c'est-à-dire sur les dommages et intérêts. D'accord. Ce qui fait que parfois, en fait, en tant qu'avocat de victime devant les cours d'assises, souvent les délibérés ils sont très tard. Oui, donc, oui, forcément. En fait, on revient à 1h du matin. Ça arrive très régulièrement qu'on arrive à 1h du matin devant la cour, on remet la robe et là, on repart sur les plaidoiries sur les intérêts civils. Donc après, parfois, on peut demander à que ce soit reporté, etc. Bien sûr, évidemment. Mais il y a toujours ce moment où, OK, bon là, il faut remettre la robe et en fait, on repart sur les intérêts civils. Ce n'est jamais vraiment fini, en fait. C'est ça. Oui, parce qu'après, il faut les récupérer. Enfin bon, c'est vrai que ça reste un parcours vraiment assez long. D'accord. Et tu as eu l'occasion de défendre des forces de l'ordre devant la cour d'assises. D'abord, est-ce que ce sont des clients comme les autres? Alors, juste pour préciser, ça ne m'est pas encore arrivé, mais voilà, à l'avenir, devant la cour d'assises. Ok, d'accord. Mais oui, j'ai régulièrement des clients qui sont des forces de l'ordre, donc des fonctionnaires de police, principalement. Est-ce que ce sont des clients comme les autres? Alors, c'est ce que j'aurais aimé, on va dire, d'une certaine manière. Du coup, moi, c'est ce que je t'expliquais, je voulais à un moment donné être fonctionnaire de police avant d'être avocat. Donc, j'ai aussi fait un master assez spécialisé, puisque c'était un master droit et stratégie de la sécurité, qui est en partenariat en fait avec l'école des gendarmes, l'école des officiers de gendarmerie à Melun. Donc, donc il y a une vraie proximité avec les forces de l'ordre. Donc, on était vraiment en partie des civils et en partie des élèves officiers de gendarmerie. Donc vraiment, j'assistais le matin à la levée de drapeau, les déjeuners aux messes. Donc j'étais vraiment plongée dans cet univers. Mais ensuite, quand j'ai commencé à être dans certains cabinets, en fait, où on faisait vraiment de la défense de personnes accusées des crimes les plus graves, je ne suis pas tombée souvent sur des fonctionnaires de police. Et en fait, au fil du temps, je me suis dit, mais... Pourquoi en fait, j'ai l'impression qu'en fait, à Paris, il y a 1 ou 2 cabinets, si tu veux, spécialisés sur la défense des forces de l'ordre. C'est un sujet qui est délicat. On le voit avec les violences policières. On voit qu'il y a un climat, au-delà du sujet, c'est un véritable climat qu'il y a entre les personnes lambda, y compris nous, et les forces de police. Et en fait, ça s'affronte, finalement. Ça crée des tensions, ça crée des débats où il n'y en avait pas il y a quelques années. Et forcément, défendre les forces de l'ordre devient presque un challenge, j'ai l'impression. Donc forcément, il y a peu de confrères et consoeurs qui s'initient dans cette matière assez particulière, qui est pour moi une sous-matière de la matière. Mais du coup, donc ce ne sont pas des clients comme les autres.
Alors, c'est vrai qu'en fait, il y a des spécificités techniques C'est-à-dire au regard de leur fonction. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, en fonction des infractions qu'on leur reproche, si c'est déjà dans le cadre de leur fonction Oui. ou non. Donc, D'accord. déjà, rien que ça, tu n'auras pas la même approche. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des policiers, on leur reproche quelque chose, mais en fait, c'est dans le cadre de leur vie privée. Oui. Et, finalement, leur fonction, elle est quelque peu annexe, Oui, oui. même si pour eux, ça aura toujours rien. C'est-à-dire que, Tout à fait. en fait, quand on est fonctionnaire de police, on peut toujours avoir le reproche de quelque chose qui se passe même dans la sphère privée. C'est-à-dire que vraiment, eux, ils ont très peu de distinction entre leur sphère privée et leur sphère professionnelle. Il y a un devoir d'exemplarité à tout instant, un peu comme les avocats finalement. C'est ça. Donc oui. En fait, ils sont vraiment, enfin, ils doivent être irréprochables. Tout à fait. Et parfois, ça arrive qu'il se passe des choses négatives dans leur sphère privée familiale, et que ça puisse impacter aussi. Mais voilà, c'est pas la même chose exactement s'il y a un problème dans leur vie familiale. Nous, en tant qu'avocats, on va pas aborder ça. Enfin, il n'y a pas les aspects techniques. Là, ça va plus se rapprocher quand même d'un client comme un autre. Oui. Par contre, là où effectivement, c'est toujours des personnes qui sont... Enfin, c'est une fonction particulière, c'est quand il peut y avoir des infractions qui sont commises dans le cadre de leur fonction. D'accord. Parce que là, ça va effectivement poser des questions, ne serait-ce que sur le port d'armes, par exemple, sur l'utilisation de l'arme d'une certaine manière, en service ou pas. Donc là, en tant qu'avocat, effectivement, ça demande quand même une compétence un peu particulière parce qu'il faut se pencher sur des textes particuliers, on va dire. Mais en soi, ça s'éloigne pas spécialement d'autres confrères qui sont spécialisés sur des questions de trafic de stupéfiants qui, finalement, eux aussi ont leur spécificité et doivent connaître certains aspects particuliers du métier. Mais c'est vrai que j'aimerais que ce soit des clients comme les autres parce que j'estime qu'en fait, on devrait pas spécialement différencier les défenses, pas forcément les teinter. Et en tout cas, moi, je ne souhaite pas avoir une défense du tout qui est teintée politiquement, en tout cas. Mais ils ont... Donc pour toi, il y a un débat politique. Je pense qu'il pourrait y avoir un débat politique. Et que souvent, c'est des affaires qui peuvent passionner... Tout à fait. Passionner... les tribunaux médiatiques, comme on aime les appeler. Exactement. Oui. Donc oui, toutes les affaires, les grosses affaires de violence policière, elles font énormément de bruit. Elles impactent la société, très clairement. On voit sur les manifestations lors de l'affaire Naël. Enfin, on voit qu'il y a un sujet en France par rapport à tout ça. Mais justement, je pense qu'en tant qu'avocat, il faut aussi faire attention à tout ça. Bien sûr. Et ne pas tomber... Prendre du recul. Exactement, prendre du recul, ne pas tomber dans les clichés, faire encore plus attention. Et quand on défend un fonctionnaire de police, évidemment, s'éloigner de tout a priori. Et c'est vrai que je remarque, moi, en ayant de plus en plus de clients qui sont des fonctionnaires de police, qu'il reste quand même toujours ce petit débat. Toi, tu défends les forces de l'ordre. Oui. Oui. On se demande si ce sont des clients comme les autres. Et puis, on est aussi teinté, sans reprendre le mot que tu as employé tout à l'heure, par toute l'ambiance, tout le climat, justement, qui est à la fois politique, qui est à la fois populaire. Donc, on se demande, est-ce que finalement, il y a débat ou il n'y a pas débat? Et comme tout est un peu confus, on a du mal à tirer le vrai et du faux quand on n'a pas quelqu'un qui les défend. Donc, on se demande, est-ce que vraiment les juridictions, elles, sont influencées par leur statut? On se demande si les tribunaux populaires médiatiques ont une influence aussi, donc et rentrent un peu dans les juridictions. On a l'impression que c'est le cas de plus en plus. Et est-ce que eux-mêmes se distinguent totalement des clients classiques en disant écoutez, moi j'ai une fonction particulière, donc il faudra me défendre de telle façon, ou est-ce qu'ils se laissent un peu faire comme un client lambda qu'on aurait et qui serait lui-même totalement décontenancé face à une situation telle que par exemple, être accusé de violence policière ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça qu'on se demande. On se demande si il y a une vraie... comment dire? Est-ce que les choses... Il y a un même traitement, en fait, ou est-ce qu'il y a des différences qui sont faites parce que ce sont des fonctionnaires de police? C'est ça, en fait, finalement, qu'on se pose comme question. Forcément, en fait, on est obligé, et c'est là où, quand c'est dans le cadre des fonctions, c'est pour ça que je distinguais vraiment le policier qui est, en fait... devant une juridiction en raison de faits commis dans l'exercice de ses fonctions ou en dehors de ses fonctions. Forcément, en fait, si c'est dans l'exercice de ses fonctions, il y a des questions qui vont se poser. Et le traitement, en fait, même juridique, ne peut pas être pareil que quand c'est une personne lambda. Parce que... Quelle est la différence, concrètement ? Concrètement, les enjeux juridiques, même par exemple sur les peines complémentaires, sont distincts. C'est-à-dire que là, souvent... en fait, un policier qui est accusé, par exemple, qui va se retrouver, qui est prévenu devant un tribunal correctionnel, ce qui risque, par exemple, c'est l'interdiction d'exercer.
Donc ça, forcément, c'est quelque chose que... il y a un impact, effectivement, sur sa vie professionnelle qu'il n'y a pas forcément quand on est un autre client classique. C'est pour ça que, dans le cadre de leur fonction, oui, ils ne sont pas des clients classiques et comme les autres. Mais, et les tribunaux, d'ailleurs... ça me fait, quand tu parlais du traitement par les tribunaux ou la réflexion autour des magistrats, c'est vrai qu'il y a... Ça, c'est un peu... c'est pas des clichés, mais c'est un peu des on-dit. Et on dit souvent que, par exemple, à Bobigny, un fonctionnaire de police ne sera pas jugé de la même manière qu'à Paris ou que dans d'autres juridictions de France. C'est ça. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Moi, je l'ai peut-être pas encore assez observé de différence, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi qui joue, c'est qu'on se dit en fait, en fonction aussi de l'endroit où un fonctionnaire de police sera jugé, peut-être que le résultat sera pas le même en fait. En fonction aussi du climat de certains endroits. Tout à fait. Et est-ce qu'il ne faudrait pas légiférer autrement pour que... Alors, d'une certaine façon, c'est possible et pas possible, parce que il faut quand même garder des caractéristiques qui ne sont pas communes, puisqu'il faut une fonction qui est elle-même particulière. Donc forcément, mais est-ce qu'il ne faudrait pas légiférer autrement pour pouvoir peut-être arriver à un débat tout autre, où on serait dans une démarche peut-être un peu plus... qui ressemblerait plus à un prévenu ou un accusé plus classique. Est-ce que ça n'aiderait pas finalement le débat populaire? Est-ce que ce côté où on différencie les forces de l'ordre et les autres personnes ne serait pas réglé si on légiférait différemment? Peut-être que ça peut être une solution. C'est vrai qu'au début, j'étais quand même très marquée par cette fracture. Vraiment, ce qui m'a marquée et qu'on remarque encore une fois quand on est avocat et jeune avocat, et on remarque qu'il y a la différence entre les cabinets, entre ceux qui font de la défense pénale, on va dire classique, et la défense des forces de l'ordre. Moi, j'ai été marquée par cette fracture. Mais après, finalement, à travers la pratique, je me rends compte que cette distinction, encore une fois, elle est aussi sur un fondement juridique. Donc, en fait, finalement, qu'elle s'explique parfaitement. Et qu'elle permet aussi d'apporter de faire passer parfois des messages, je veux dire, dans les plaidoiries ou à certains moments, justement, sur comment c'est être un fonctionnaire de police en service en France aujourd'hui, quelles difficultés en fait ils peuvent être face à certaines difficultés, pardon. Donc finalement, je trouve qu'on peut toujours apporter quelque chose aussi à travers la distinction qu'on peut faire entre un fonctionnaire de police et un client classique. Par exemple, il y a beaucoup il y a un vrai problème chez les fonctionnaires de police sur le cas des suicides. Je veux dire, c'est la deuxième fonction qui se suicide le plus en France aujourd'hui. Donc, rien que ça a un impact sur beaucoup de choses, en fait, même leur état mental et psychique. Ça révèle finalement l'état psychologique dans lequel ils sont. D'accord. Et ça, quand un policier en fait, est face à une juridiction pour des faits qu'il aurait commis dans le cadre de ses fonctions, c'est des sujets qu'on peut plus ou moins aussi aborder dans les juridictions. Parce que finalement, si un fonctionnaire de police, en fait, il était en pleine dépression, je veux dire, je ne parle pas de la vraie maladie, je parle de la vraie maladie en tant que telle. Quoi. Au sens clinique du terme. Exactement. Ça peut potentiellement avoir des impacts sur sa personnalité. Et ça, pour moi, un tribunal doit le prendre en compte. C'est-à-dire tout à fait le prendre en compte. Les aspects de sa personnalité qui parfois sont liés à la manière dont ils sont obligés d'exercer leur métier aujourd'hui. Donc légiférer, oui. Légiférer, oui, mais justement, je pense que c'est aussi le sujet des moyens qu'on donne à la justice, des moyens qu'on donne aux forces de l'ordre. Je pense qu'ils pourraient être bénéfiques clairement pour aussi tout le monde et pour le traitement des affaires pénales et judiciaires de manière générale. Et est-ce que tu as l'impression finalement qu'on est plus sévère ou au contraire qu'on leur laisse plus de lest, justement, quand on les condamne ou pas, d'ailleurs. Qu'en penses-tu au niveau statistique? Est-ce qu'il y a vraiment des statistiques qui nous disent qu'on est plus dur avec eux parce qu'on attend peut-être plus d'eux ou pas? Alors moi, j'ai pas de connaissance de statistiques, honnêtement. C'est vraiment un avis personnel en raison des expériences. Non, pour moi, on attend d'un fonctionnaire de police qu'il soit irréprochable. Donc, ça a une conséquence sur les peines qui peuvent être attribuées. Les condamnations qu'ils peuvent subir, ça peut être ça peut être très dur. Dès le stade, il y a eu toutes les questions de la détention provisoire aussi pour les forces de l'ordre à un moment donné, où justement en fait ça a vraiment, il y a plein de syndicats qui se soulèvent encore justement sur ces questions-là et sur le fait que en fait un policier, encore une fois dans le cadre de ses fonctions, puisse se retrouver en détention provisoire. D'accord. Et
Est-ce que c'est dur pour une femme de faire cela? Est-ce que c'est dur d'être devant la cour d'assises constamment? Est-ce que y a des enjeux qui sont différents, que l'on ignore? Parce qu'on dit souvent que c'est un monde un peu d'hommes, un monde dur et difficile. Est-ce que toi, en tant que femme, tu as remarqué que c'était plus difficile peut-être pour une femme que pour un homme? Tu es certainement entourée de beaucoup d'hommes. Est-ce que ça change quelque chose? Ou est-ce que finalement, ça ne change rien parce que c'est une question de compétence? Alors, je pense que c'est une question de compétence, ça c'est certain. Après, je trouve que les professions juridiques se féminisent. Oui. Et qu'on le remarque en fait dans les tribunaux. Déjà au niveau des magistrats. Il y a de plus en plus de femmes avocates aussi. Oui, il y a de plus en plus de femmes avocates. Donc, tout à fait. Donc je me sens pas spécialement, on va dire, minorité, hein, oui. par rapport à mon sexe, tu vois, dans les juridictions et devant les cours d'assises. Après, c'est vrai que on peut voir en défense un peu plus de nos confrères, plus que de nos consoeurs. Mais je me pose pas vraiment la question, en fait. Je pense que ça revient un peu sur cette question de légitimité dont on parlait tout à l'heure, où en fait, au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter de me poser la question. Enfin, d'accord. Et c'est ce qui t'a poussé à t'installer en septembre ou pas forcément? Parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu t'es installée en septembre. Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'es pas restée en collab? Est-ce que finalement tu as atteint un point où tu te suffisais à toi-même, et tu pouvais voler seule finalement? Ou est-ce que peut-être d'autres considérations sont rentrées en compte? Non, je pense. Enfin, il y a eu d'autres considérations parce que justement, pour rebondir sur, en fait, souvent on me demandait, mais t'as assez de dossiers pour? Oui. Mais en fait, c'est souvent un débat. Je pense qu'on n'a jamais assez de dossiers pendant qu'on est en collaboration pour s'installer. Enfin, ça n'existe pas ce mot. Enfin, en tout cas, ça n'existe pas. Si, peut-être que pour des confrères et des consoeurs, ça arrive. Mais en fait, tant que tu n'y es pas... tu ne sais pas. Tu ne sais pas, en fait. Donc, il faut vraiment accepter d'y aller. C'est une part d'inconnu. Hein. Voilà, c'est un risque. Part d'inconnu, en fait. C'est un risque. C'est un risque. Évidemment, on a le risque financier qui est derrière sur l'installation qui peut faire peur. Pour mon cas, je pense que c'était toujours guidé par cette volonté d'indépendance, en fait. D'accord. Qui m'a poussée à être avocat. Donc, en fait, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, mais ce que tu veux faire, en fait, c'est choisir ton emploi du temps, c'est pouvoir choisir tes clients, c'est choisir où est-ce que tu veux travailler. En fait, ça a toujours été ces points-là qui... On revient à l'indépendance depuis le début. D'accord. Et l'indépendance, c'est quand même compliqué de l'avoir en collaboration. C'est vrai. Voilà, alors, normalement, c'est pas censé être compliqué, qu'on s'entende, mais c'est vrai qu'effectivement, dans la pratique, bien sûr, on voit bien que malheureusement, on a l'impression d'être un peu salarié. En fait, on le dit pas, c'est un débat caché, on le sait. En particulier à Paris, où il y a de très grands cabinets qui parfois exploitent aussi leurs collaborateurs. Donc oui, c'est un débat un peu puis c'est surtout qu'en caché, on doit des heures au cabinet. Donc en fait, on signe un contrat à temps plein. Pour un cabinet, c'est normal qu'ils nous attendent en temps plein, parce qu'on leur doit en fait ces heures-là, puisqu'ils nous payent pour ça. Mais à côté de ça, on doit pouvoir avoir une clientèle personnelle et la développer. Mais finalement, ça veut dire travailler en plus le soir, travailler les week-ends. Donc en fait, dans quel état on commence à s'installer, bien sûr, finalement, parce que si tu dors plus, tu travailles tout le temps. Enfin, c'est le quotidien de beaucoup de confrères. Exactement. On se rend pas compte, mais t'es pas du tout dans les meilleures dispositions pour t'installer, parce que finalement t'installer, ça veut dire évidemment avoir ta clientèle, avoir un roulement, et pour ça il faut rencontrer des personnes, il faut entretenir des liens. Quel cheminement on doit avoir quand on a envie de s'installer? C'est-à-dire on est en collaboration. Quelles sont les étapes finalement essentielles? Est-ce qu'on doit changer de mode d'exercice? Alors tu nous diras comment on fait finalement pour s'installer en tant qu'avocat et en tant que jeune avocat, qui plus est. Moi, le dernier avocat avec lequel je travaillais m'avait dit, mais Inès, c'est pas le saut de l'ange, tu sais, ça va bien se passer. Il me disait vraiment, tu sais, ça va bien se passer. Et c'est vrai que je pense que parfois, on se fait un peu tout un monde. Et c'est normal, parce qu'encore une fois, on a peur. On nous fait peur aussi. On nous fait peur. Énormément peur. On a l'impression que c'est insurmontable, alors qu'en fait, une fois que tu y es, tu te dis, c'est juste ça. Ouais, en fait, et ça tourne et ça va. Alors, oui, évidemment, il faut pouvoir avoir un minimum, je pense, d'économie. Ça, c'est quand même... voilà, il faut avoir à Paris, par exemple, combien d'économies on a besoin? De combien on a besoin pour pouvoir... Alors, pas dormir tranquille toutes les nuits, mais quand même voir venir.
Voir venir, alors ça dépend de ce que tu décides aussi. Si tu veux, par exemple, directement prendre des locaux, si tu veux prendre une domiciliation. J'allais y venir, justement. Moi, j'ai fait le choix de prendre des locaux directement parce que je me suis dit, en fait, tant qu'à faire. Oui, on le fait. Voilà, autant le faire. Donc non, il faut entre 10 et 30 000 euros pour moi, quand même, en fonds de roulement, on va dire, pour commencer. Mais voilà, encore une fois, je parle de mon cas, mais il y a des gens qui le font sans, il y a des gens qui le font avec plus. Bien sûr. Ça va dépendre peut-être aussi de où on s'installe, de quelle matière, effectivement, on fait, parce qu'il y a des matières qui sont plus rentables que d'autres, il faut le dire aussi. Donc, on a plus de clients plus facilement que dans des matières où ça peut être plus compliqué, etc. Les clients vont vers des avocats parfois très expérimentés dans certains domaines, et c'est une volonté. Donc, forcément, ça s'adapte, en fonction de l'avocat, mais entre 10 000 et 30 000 euros. Oui, moi je pense que, en tout cas moi c'est ce qui m'a rassurée de me dire ok, en fait, je vais pas devoir tout vendre demain si ça marche pas. Clairement, je pense que c'est histoire d'avoir un fonds de roulement, de pouvoir prendre des locaux, de pouvoir voir venir en fait, de pouvoir. Après moi j'ai fait mon site internet toute seule par exemple, mais il y en a qui payent quelqu'un pour avoir un site internet. Oui, tout à fait. Oui. Absolument. Non mais moi je l'ai fait tout seul, voilà, je crois qu'il manque pas mal de choses dessus d'ailleurs, mais donc ça dépend aussi. Non, j'ai vu, il est très bien. Merci. J'ai beaucoup aimé, moi j'ai vu le lancement et tout, donc très sympa. Mais ça m'a mis des mois à caler 3 articles, mais... Non, mais après c'est un challenge de vie, on le fait toujours pour la première fois, en général. Donc la première fois est toujours plus stressante que les autres, mais on finit toujours par y arriver. Oui, exact. On est d'accord. Puis moi j'ai décidé de m'installer ça sans passer la défense pénale, sans être inscrit sur les listes. J'ai aussi vraiment pris un chemin où je me suis dit ok, je tente 100. J'estime que l'école de la défense pénale, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour un jeune avocat. Alors, évidemment, il y a aussi toute la notion de pourquoi on fait la défense pénale. À l'origine, c'est aussi pour être commis d'office. Et voilà, il y a quand même des valeurs derrière l'école de la défense pénale. Et ça, voilà, je ne veux pas du tout aller sur ce terrain-là. Je reconnais tout à fait ce qu'il y a derrière en termes de valeurs. Cependant, en termes de stratégie d'installation, je ne pense pas, en tout cas pour les pénalistes, que l'école de la défense pénale soit une clé de voûte et qui va nous permettre d'avoir des clients. Alors, moi, je te dis ça parce que j'ai pas fait ce choix-là. Bien sûr. Mais je trouve que c'est des mois d'école. Oui, alors il faut compter de mémoire. Alors mon Dieu, c'est 6 semaines de mémoire, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 6 semaines. 6 ou 8 semaines tous les samedis. Passer un QCM, maintenant il faut avoir. Donc voilà, il faut un QCM moyenne, exactement pour pouvoir être inscrit sur les listes, sachant que c'est surtout de la théorie. Encore une fois, et on y revient à l'EFB parce que c'est à l'EFB que ça se passe. On nous forme beaucoup en théorie, c'est très bien, parce qu'évidemment, il faut quand même un socle de connaissances, bien sûr. Mais où est la pratique ? C'est-à-dire que il y a quand même un monde entre la théorie, en particulier au pénal, et la pratique. C'est-à-dire que quand on se retrouve en garde à vue devant quelqu'un, il faut savoir comment se comporter. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de confrères, de jeunes confrères en particulier, qui ne mesurent pas forcément ça parce qu'ils se disent, je vais apprendre et puis ça va bien se passer. Et qui finalement, quand ils se retrouvent effectivement devant des clients dans un domaine pénal qui est déjà particulier, ils disent finalement j'avais pas compris ça, parce que on peut se former, on peut le dire, on peut très bien avoir une matière de prédilection, des dominantes comme on aime les appeler, et se former dans d'autres matières et puis finalement exercer dans d'autres matières. Mais la matière pénale est tellement particulière de par ses enjeux, bien sûr, qu'on peut pas juste être à côté. En fait, on doit soit bien faire, soit pas faire. Et en tout cas, c'est mon avis. Et le problème, c'est que, encore une fois, je trouve que la pratique est aussi importante que la théorie, et elle n'est pas forcément enseignée, malheureusement, à l'école de la défense pénale. Donc, encore une fois, c'est certainement une lacune, et après, l'EFB fait tellement de choses, voilà. Mais certainement pas assez sur la pratique. C'est comme pour les plaidoiries. Alors évidemment, on a 3 plaidoiries qui se battent en duel pendant notre présence finalement à l'école à l'EFB, donc à l'école qui est obligatoire avant d'avoir le CAPA qui est ce certificat qui est obligatoire pour pouvoir exercer la profession. Mais encore une fois, il n'y a pas de pratique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le métier d'avocat, ce n'est que de la théorie. Alors que quand on exerce le métier, on se rend bien compte que dans le métier, parfois même dans certaines affaires, alors, je ne vais pas dire que la pratique est plus importante, je ne vais pas aller jusque-là, mais quasiment, aussi importante. On est d'accord. Donc ça, c'est une lacune, et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, on aurait peut-être dû mettre l'accent sur tout ça. Mais l'école de la défense pénale est, encore une fois, un choix qui est fait. Oui, bien sûr. Un choix qui est fait pour pouvoir s'inscrire sur les listes, effectivement, d'avocats qu'on appelle commis d'office, de façon assez... voilà. Mais effectivement, oui, c'est un parcours qu'on peut choisir ou non. C'est un parcours qui peut être efficace ou pas, parce que ça nous permet d'avoir aussi beaucoup
en fait, d'exercice dans un temps quand même assez court. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de chercher beaucoup de clients. Alors, oui, mais finalement, on nous tu vois, propose justement, quand même, pour être sur les comparutions immédiates, finalement, c'est pas si simple que ça. Alors oui, j'ai l'impression que mes confrères et consoeurs qui sont inscrits, finalement, une fois qu'ils en font pas mal, ils arrivent à être rappelés plusieurs fois. Mais tu te retrouves quand même à faire des comparutions immédiates pour ce que tu gagnes, ou ça parfois tu prends toute la journée. Oui. Et en fait, c'est une journée que tu n'as pas utilisé pour développer autre chose. Tout à fait. Donc oui, effectivement, dans l'idéal, ça serait super de tous pouvoir être inscrits, si on a les compétences, aux listes sur la défense pénale, et pouvoir le faire de temps en temps, parce qu'encore une fois, il y a des valeurs derrière. Mais finalement, c'est aussi un temps que tu consacres pas forcément, en tout cas, moi, c'était ma voie, que j'avais l'impression de ne pas pouvoir consacrer au développement, tu vois, à rencontrer des personnes avec qui tu peux travailler sur long terme, créer des partenariats, etc. Donc voilà, je voulais juste préciser, moi je me suis installée, j'ai pas pris le parcours classique de je m'inscris sur les listes et en soi j'attends qu'il y en ait assez, etc. Non, j'ai pas fait les listes, peut-être que je les ferai à un moment donné. Bien sûr, bien sûr. Et si je les fais, je veux que ce soit je le fais parce que, on va dire, c'est pour les valeurs que ça porte, mais ce sera jamais pour un aspect financier pour moi. Mais comment on fait quand on est pénaliste pour pouvoir avoir des clients? Parce que c'est une question qui peut être un peu, mais qui est quand même curieuse, parce que on va pas mettre une pub en disant si jamais. À l'entrée des prisons. À l'entrée des prisons, contactez-moi, etc. Comment on fait concrètement pour avoir... Est-ce que c'est que du bouche à oreille, parce qu'on a été compétente et qu'on nous a vu, alors un client va se rapprocher d'un avocat qui va lui-même conseiller notre cabinet, ou est-ce que il y a un autre moyen que j'ignore, parce que c'est quand même assez curieux, on se demande comment faire pour trouver des personnes qui, en particulier à la cour d'assises, sont accusées de crimes. Bon, on fait comment pour les trouver, ces gens-là? Ou comment ils font pour venir à nous, pour nous je pense connaître? que c'est plutôt ça. Finalement, c'est eux qui vont venir à nous. Je pense que y a la communication aussi maintenant quand même sur les réseaux sociaux qui fait qu'on est plus ou moins visible, et il y a des cabinets qui fonctionnent grâce aux réseaux sociaux. Ça c'est certain. Mais de plus en plus de cabinets tentent justement de s'illustrer sur les réseaux. Par rapport aux prises de parole sur les réseaux sociaux, où en fait les gens finissent, les potentiels clients finissent par nous connaître comme ça. Et c'est vrai qu'en pénal c'est assez particulier, mais moi, je m'étais posé la question tout à fait en me disant, mais les mecs qui sont en prison, en fait, à quel moment ils vont penser à appeler Inès Davo de leur... Oui, tout à fait. Tu connais pas mon mais on se pose la question. Quand tu commences, ça commence comment? Bien Donc, sûr, évidemment que je me suis posé cette question, mais tu vois, là, ça fait quoi? En gros, ça fait 6 mois que je suis installée, peut-être, mais un peu plus. Après, ça fait 6 mois que je suis vraiment installée en cabinet, mais j'ai commencé à avoir des clients depuis ma prestation pendant de serment, la collaboration. Ça fait plus de 2 ans, quoi, que vraiment j'ai des clients perso. Et oui, en fait, le bouche à oreille. D'accord. Le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est ce qui fonctionne le mieux. Je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux. Et typiquement, pour les fonctionnaires de police, ça... Oui, alors c'est un monde encore plus... bien sûr, ce qui marche, c'est avoir des résultats. En fait, aussi, c'est ça. C'est évidemment, il y aura les réseaux sociaux, évidemment, il y aura la communication, mais en fait, ce qui va faire que les gens vont t'appeler, c'est quand tu as des résultats. Et ça va mettre en confiance tes clients qui vont parler de toi, et en fait, ça va... Et tu parles de résultats. Est-ce que tu te souviens de ta première plaidoirie? Ah oui. Comment c'était? Est-ce que si tu devais, par exemple, faire une espèce de rétrospective et puis te revoir avant d'avoir toi-même plaidé pour la première fois? Première plaidoirie, qu'est-ce que tu as ressenti? C'était quoi ce moment? C'est chaud. Si tu devais nous raconter. Ma première plaidoirie, elle était très particulière, écoute. Parce que c'était dans le cadre d'un contentieux un peu particulier qui est en fait l'application des peines. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, ma première plaidoirie, elle était dans une prison. Pour demander l'aménagement d'une peine d'une personne qui était en prison pour des faits d'agression sur mineurs. D'accord. Donc, une personne qui est, en gros, ce que le grand public pourrait appeler un pédophile. Donc, clairement, ma première plaidoirie, c'était de demander la sortie de prison d'un mec qui avait été condamné pour des actes sur un mineur, des actes sexuels sur un mineur. Donc, c'est quand même pas rien. Oui. On s'en souvient. Oui. Donc, c'est forcément pas un exercice facile quand on est jeune avocate. Oui. Et le recul que j'ai dessus, mais franchement, c'était c'était quand même assez théâtral, quoi, parce que
parce que c'était la première fois que j'allais plaider, qu'en plus c'était dans une prison. Dans une prison, donc le milieu carcéral est quand même assez particulier. En plus, c'était une prison dans le sud de la France que je connaissais pas, que j'avais pas l'habitude d'y aller. Tu vois, il y a certaines prisons que je connais bien au fur et à mesure, tu connais voilà, les bâtiments. Là, cette prison-là, je la connaissais pas, je me perdais dans les couloirs. C'était la première fois que je mettais ma robe, j'arrivais pas à bien la fermer. D'accord, ok. Et il y avait les aléas du direct. Hein. Non, mais ça arrive. Ça nous arrive aujourd'hui aussi. On a souvent des aléas du direct. Oui. Et donc, je me dis, non, mais j'arrive devant le magistrat, du coup, j'ai mon truc à moitié tordu. En plus, le dossier, il n'était pas spécialement favorable. Donc, après, j'avais pas cet enjeu de me dire, je veux dire, dans tous les cas, il avait très peu de chances de sortie. Mais après, il fallait quand même porter le truc et le faire à fond. Il faut l'argumenter, en fait. Il faut l'argumenter, expliquer pourquoi on estime que c'est opportun à ce moment-là. Mais c'est vrai que si tu veux, tout l'enjeu entre le sujet en tant que tel, tu vois, le cas en tant que tel, quand même, tu te dis, bon, c'est pas rien. La prison que tu connais pas, ta robe qui est de travers. Ah oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses qu'on découvre, en fait, finalement. Non, mais ok. Et puis, en fait, il faut faire face, quoi. Faut faire face, faut que... Et je trouve que c'est ça qui est beau dans ce métier, c'est qu'en fait, si t'es quelqu'un qui a pas trop confiance en soi, en fait, t'auras pas le choix, quoi. Oui, en fait, il faut y aller. T'auras pas le choix. En fait, c'est un peu le au fur et à mesure, finalement. tu vas l'oublier, parce qu'en fait, t'as pas la place, là. Il y a pas la place pour tes complexes. Il y a pas la place pour tes doutes. Non, en fait, là, il y a quelqu'un derrière toi, il y a quelqu'un qui compte sur toi, donc en fait, tu y vas. Et c'est ce que je trouve aussi très beau dans ce métier, c'est que ça nous permet, nous, de nous surpasser, en fait, toujours à chaque fois. Parce que tu portes quelque chose, tu vois. Bien sûr. Mais est-ce qu'on argumente uniquement quand on croit en ce qu'on dit, ou est-ce qu'on argumente parce qu'il y a des faits, il y a le droit, et donc on fait notre travail, c'est-à-dire en fait de coller les deux et de trouver une stratégie, ou est-ce que en fait quand tu plaides que des choses que tu crois au fond de toi, en fait, concrètement. Parce qu'encore une fois, dans les autres disciplines, dans les autres matières du droit, c'est plus particulier, ou plutôt c'est moins particulier, dans le sens où c'est pas forcément des choses qui touchent, en fait, à nos valeurs, ou des choses comme ça. Alors qu'au pénal, là, tu parlais d'une personne qui avait été condamnée pour une agression sur mineur ou des agressions, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vas aujourd'hui ou hier, quand tu es allé plaider pour cette personne, est-ce qu'à un moment, tu te dis, en fait, dans le fond, je condamne moi aussi. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que souvent aussi, dans l'inconscient collectif, on se dit, quand tu es au pénal, tu choisis un peu, c'est presque comme si tu choisissais à la carte comme au resto. Alors voilà, les viols, je fais pas, les meurtres peut-être. Et est-ce que c'est comme ça réellement que ça se passe? Et on se dit, il y a des choses pour lesquelles je ne pourrais jamais en fait plaider. Ou est-ce qu'on se dit, c'est mon métier? Donc moi, je mets simplement le voile, je suis là pour faire quelque chose, je suis là pour pouvoir simplement justifier en termes de droit. Et est-ce que c'est juste ça? Ou est-ce que finalement, il y a cette part de morale qui rentre un peu, qui s'immisce un peu dans cette procédure? Je dirais pas qu'il y a une part de morale, mais en fait, faut se connaître. D'accord. Et il faut connaître ses limites. Okay. Et je pense que chaque avocat en pénal a ses propres limites sur des sujets en particulier. Parce qu'en fait, on reste tous humains, on a tous nos vécus, nos expériences, nos drames. Enfin, on a tous vécu des choses, en fait. On est tous des adultes. Tout à fait. Et donc, il faut connaître ses limites et connaître sur quel sujet, évidemment, on n'est pas à l'aise. D'accord. Moi, par exemple, ça a été tout ce qui était à faire, par exemple, sur... alors, peut-être que ça arrivera, mais en tout cas... Pendant longtemps, je me suis dit que je ne pourrais pas faire d'affaires par rapport au bébé secoué. D'accord. Tout ce qui touche vraiment au bébé. En fait, je me suis dit, ça, j'arriverai pas. Et du coup, je ne suis jamais trop... Oui, c'est ta limite, en fait. Après, il faut aussi accepter, quand on est en formation, le moment de la formation. C'est-à-dire que, j'étais élève avocate ou jeune collaboratrice, ce n'étaient pas mes clients. D'accord. Il y a des fois où je me disais... là, c'est... D'accord. Donc, même si tu as quelque chose là, qui peut te bousculer, on va dire, dans tes valeurs, tu ne disais pas non, finalement. Je ne disais pas non. Et en fait, c'est quand même délicat de dire non. Et je pense que c'est aussi, tu vois, c'est aussi ce qui fait que parfois, c'est quand même bien de s'installer quand on est en pénal. C'est que tu peux pas vraiment dire non. Parce que si tu dis non à ton associé, il te met sur un dossier, tu vois, pour lui, c'est le dossier de l'année. En plus, c'est un super beau dossier criminel. Enfin, on est censé tous attendre ça. Et en fait, toi, tu tombes sur le cas où... Dans ta limite. En plein dans la limite. C'est compliqué quand même de dire non. Donc en fait, t'essayes, tu vois, tu t'affrontes, clairement. Mais oui, moi, il y a des dossiers où je me suis dit, OK, là, je l'ai fait, mais parce que c'est pas forcément mon dossier.
Mais ça a été formateur vraiment de fou, quoi, parce que Oui. je repars avec quelque chose. Mhm. Mais par contre, oui, si moi, je devais choisir le dossier, Oui. pas Tu sûr aurais que des je le prenne. réticences parce que tu Voilà, allais simplement t'accommoder de tes propres c'est ça. limites. Mais c'est pour ça, je D'accord. pense qu'il faut quand même accepter le moment de la formation. Mhm. Et en fait, apprendre à se connaître aussi, apprendre à connaître ses limites. Mhm. Et après, on a un métier, voilà, si on peut s'installer, Oui. on peut dire oui, on peut dire non, Bien sûr. évidemment. Et je pense que chaque avocat a un peu ses sujets sur lesquels... Un peu délicat. Voilà. Dans D'accord. lesquels, non, moi, j'irai pas sur ce terrain-là. Mhm. J'irai pas, oui, voilà, sur les violences sur mineurs, les agressions sexuelles sur mineurs, je le ferai pas. Mhm. Les viols, je les ferai pas. Enfin, il y en a plein qui font des choix, en fait. Mhm. D'accord. Mais je trouve ça sain. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à une ou un étudiant qui est en ce moment certainement à la fac ou qui est peut-être après le CRFPA et qui se demande à quel moment je dois vraiment Est-ce que je dois là me spécialiser en pénal ou est-ce que finalement je recule un peu? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil parce que tu es une jeune avocate qui exerce en droit pénal, donc qui a du recul selon moi pour pouvoir en parler. Qu'est-ce que tu dirais soit pour convaincre, alors pas forcément pour ne pas convaincre, mais certainement pour convaincre cet étudiant? Moi, je lui dirais qu'en fait, le pénal, faut pas être forcément. J'étais très pressée, mais en fait, ça sert à rien d'être trop pressée. C'est-à-dire que si c'est notre truc, oui, ça se révèle. Voilà, ça va venir. T'en feras, t'auras toute ta vie pour faire du pénal, pour te former sur le tas. Et je pense qu'au contraire, pendant la formation, faut rester ouvert sur les autres matières. Oui. Essayer de voir les autres matières qu'on aime et ne pas tout lâcher pour le pénal dès le début. D'accord. Parce qu'en fait, le pénal, c'est une matière quand même vivante. Et oui, elle est riche. Voilà, elle est riche. Et il y a beaucoup de cas et tu peux avoir beaucoup de clients. Donc, en fait, tu auras toute ta vie pour exercer en pénal, si tu veux. D'accord. Mais en attendant, regarde le reste et essaye de foncer sur le reste aussi. Ok. D'accord. Et au niveau de la formation à l'ESB, qu'est-ce qui manquerait pour justement peut-être faire connaître un peu plus ce droit pénal? Et qu'est-ce qui manquerait pour peut-être que les avocats aient plus envie pour certains d'entre eux qui avaient envie, je parle de moi par exemple. Moi, je suis une pénaliste de formation, j'ai passé le CRFPA pénal, le CAPA aussi, parce qu'on avait le choix, et j'ai choisi aussi du pénal. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu des opportunités qui m'ont un peu fait bifurquer, donc sur d'autres matières, même si le droit pénal restera toujours mon premier amour. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément exercé dans mon activité professionnelle cette matière. Parce que aussi, je n'ai peut-être pas été assez accompagnée à l'ESB, là où je pensais avoir beaucoup de plaidoirie, peut-être quelque chose comme ça qui me donnerait plus d'assurance sur ce terrain-là. Je n'ai pas forcément eu ça, donc peut-être que tu partages ou pas mon opinion, mais qu'est-ce qui pourrait peut-être changer dans notre parcours universitaire et certainement plus à l'EFB. L'EFB, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'école. Donc une fois que vous avez eu le CRFPA, donc l'examen qui vous permet d'accéder à l'école, c'est la fameuse école, donc qui s'appelle l'EFB pour Paris, mais enfin Paris plus Boulogne, mais qui n'est pas la seule, mais qui est la plus grande, la plus généreuse des écoles d'avocats, de formation d'avocats. Donc ça nous permet simplement de préparer le CAPA, que tout le monde connaît, qui est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'EFB. Et donc pour y revenir, qu'est-ce que l'EFB pourrait mettre en place pour pouvoir peut-être faire plus connaître la matière pénale et éventuellement donner plus envie aussi? Alors moi, je pense que les formations dans les écoles d'avocats devraient être plus courtes. Oui. En fait. Oui, 18 mois. Ça devrait être plus court. C'est 18 mois, oui. Et peut-être revenir plus à l'ancienne école, faire des stages. En fait, c'est ça, faire des stages. Le côté pratique. Faire des stages, mais surtout pour le pénal. En fait, c'est un métier, c'est de la pratique. C'est, encore une fois, c'est du contact client. C'est se retrouver dans le rush, pas savoir quoi faire et trouver la solution au dernier moment. Je veux dire... c'est une matière qui est tellement vivante et qu'on vit en fait sur le terrain que le FB, moi je suis plus faites des stages. non, mais c'est des stages, aller dans des cabinets d'avocats, essayer. Je sais que ça paraît parfois un peu difficile de les intégrer. On se dit mais on n'a pas d'expérience, etc. Mais il y aura forcément quelqu'un qui va vous donner une chance. Tout à fait. Faut persévérer. Et puis le culot, on en parlait il y a un instant. Aller voir des audiences, parler aux avocats. Se mettre dans le bain le plus tôt possible. Faut se mettre dans le bain le plus tôt possible, en fait. Faut se mettre dans le bain le plus tôt possible. Moi, j'ai pas d'attente spéciale envers les écoles d'avocats, enfin l'EFB. Je pense que vraiment, le plus important, c'est la pratique. Et le FB, pour moi, c'est trop long. Je trouve que cette formation, elle est beaucoup...
en termes de temps. Elle est obligatoire et le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus y déroger, c'est ça. Et beaucoup trop long. Enfin, je veux dire, le but, c'est qu'en tant que jeune élève avocat, surtout qu'on est de plus en plus âgé, tu vois. Les générations d'avant, en fait, ils prêtaient serment, ils avaient 24, 25 ans. C'est vrai. Nous, on a 27 ans. On a envie de rentrer sur le terrain. Il faudrait que dès 25 ans, on soit dans un cabinet, qu'on commence à comprendre comment ça marche, un cabinet d'avocat, quelles sont les attentes. Enfin, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça qui manque, justement, spécifiquement pour le pénal. C'est plus de terrain. D'accord. Et alors, je ne peux pas ne pas te demander les procès Mazan. Il y a eu énormément de polémiques sur ces procès. On n'est pas tous pénalistes, donc on n'a pas tous tout compris, en fait. Et concrètement, alors, je ne vais pas forcément entrer dans le sujet des peines et de finalement, si tu trouves que c'est beaucoup, pas beaucoup, etc. Je ne rentrerai pas sur ce terrain-là, mais plus, selon toi, est-ce que les tribunaux médiatiques populaires, donc les réseaux sociaux notamment, ont influencé ce procès? Concrètement, c'est une question qui est large, mais est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, et comme toi tu fais du droit pénal, donc tu as l'occasion d'être au plus proche des prévenus et des accusés, est-ce que tu trouves que les tribunaux populaires ont un véritable impact dans les juridictions? Alors, je pense qu'effectivement, je comprends qu'on se pose cette question, dans le sens où oui, c'est vrai que... Le procès Mazan, c'était quelque chose et ça va rester gravé dans l'âme. C'est cette année, l'année dernière. Gisèle Pelicot, elle a été nommée comme personnalité de l'année par le Times. Tout à fait. Là, il y a quelques jours. Donc non, c'est pas rien. Je pense qu'évidemment, c'est pas possible de se détacher de ce contexte, mais je crois vraiment au fait que quand on est dans une cour d'assises, on est dans une bulle aussi, quoi qu'il arrive. Je veux dire, c'est tellement un moment de vie, en fait, et d'intensité spécifique, particulier, vraiment, où il y a une tension quand même assez particulière. Et je pense que les personnes qui sont jurées, qui sont vraiment présents dans les cours d'assises, en fait, oui, effectivement, le contexte dans ces procès-là, on ne peut pas totalement l'oublier. Et peut-être que oui, ça a un petit peu... ça a teinté, encore une fois, je pense, l'ambiance générale du procès, mais... je pense pas que c'est ça qui forge une intime conviction aussi. Je pense que eux, je pense qu'ils ont vu et entendu des choses qu'aucun média n'a relayées et qu'ils ont forgé aussi leur décision par rapport à plein d'éléments que nous on n'a pas. Donc, je pense que quand on n'est pas dedans, en fait, nous on voit ça de loin et oui c'était hyper impressionnant. Ça crée un brouhaha en fait au niveau médiatique qui fait que on se prend cette vague et on se dit mais en fait à quel moment les avocats se disent, trouvent leur place en fait finalement, parce que il y a un tel, pour les personnes qui n'y sont pas, je veux dire, même moi, je n'y étais pas, il y a un tel tsunami, en fait, médiatique, qu'on se dit, mais à quel moment il y a la place de la défense? Exactement. C'est un peu la place de la défense. Mais je pense que c'est pas pour rien aussi qu'il y a eu des appels dans ce procès. Oui, forcément. Je pense que ça joue aussi parce qu'effectivement, ça devait être un procès très dur à tenir sur long terme. Et oui, ça pose question. Après, moi, je crois vraiment que le moment des cours d'assises, il est tellement particulier, que c'est tellement une bulle, que, on le comprend quand on vit cette expérience et qu'en fait, il y a quand même une sorte de protection de tout ça. Et je crois vraiment en l'intime conviction quand même des jurés dans ces moments-là. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Écoute, de continuer. D'accord. De continuer à exercer à titre individuel. De garder ton indépendance, de garder ta liberté, d'avoir un cabinet peut-être plus grand dans quelques années. Oui. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut me souhaiter. C'est ce que je te souhaite. Alors, donc aux Alex, on a un rituel. C'est mon petit carnet que je vais te remettre dessus. Très bien. Avec le petit stylo qui est juste à côté. Je te le remets. Alors, je te laisse marquer ce que tu souhaites. Chaque avocat a sa page. J'insiste là-dessus. Voilà, pour des raisons de confidentialité, évidemment. Donc, je te laisse nous marquer un petit mot. Et voilà. Je ne regarderai pas. D'accord, que je peux garder secret. Que tu peux garder secret, mais qui ne sera pas secret. Alors, je préfère le dire, je l'ai déjà dit la dernière fois. Pas de truc pas secret, parce que ça fera l'objet d'un podcast qui sera une petite... Alors, c'est plus une surprise, parce que je l'ai déjà annoncé, mais en gros, on reviendra un petit peu à la fin de l'année. On fera une rétrospective de tous les avocats que j'aurais eu le plaisir de recevoir et
un peu des petits mots, des encouragements qui nous ont laissés. Donc, pas de choses trop touchy. D'accord. Mince. Je t'en prie, Inès. Ça marche. J'écris très mal. Moi aussi. Donc, bon courage pour C'est la fac. relire. C'est la fac. Donc, t'inquiète, je ne jugerai aucune écriture. Je promets de ne pas juger. Merci beaucoup, Inès. C'était un plaisir de te recevoir. On a appris plein de choses sur les coulisses d'une pénaliste à la cour d'assises, sur ton parcours qui est enrichissant. Je te souhaite beaucoup de bonheur, de courage et d'indépendance dans l'exercice de ton métier qui est aussi le mien, que je connais bien. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci à vous.